Quelquefois, l'humain envoie des messages dans l'espace comme on lance une bouteille à la mer. Depuis notre chère planète, on se sent un peu seul et la question de la vie ailleurs ne date pas d'hier. Salut YouTube, bien le bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne pour ce premier épisode d'une série consacrée aux messages que l'humain a envoyés dans l'espace. D'une part pour s'adresser à une civilisation extraterrestre hypothétique et d'autre part pour témoigner de notre existence. Car parler à une autre forme d'intelligence, c'est avant tout parler de nous et nous allons voir le genre d'informations que les humains ont voulu transmettre sur eux-mêmes. Le premier message envoyé dans l'espace est le message Morse envoyé par l'URSS, actuelle Russie, en direction de Vénus. Il a été émis par un radar interplanétaire se trouvant dans l'actuelle Ukraine en 1962. Il est également connu sous le nom Mir Lénine SSR, qui est en réalité le contenu du message et signifie paix Lénine URSS. Le signal se déplace à la vitesse de la lumière et atteint Vénus en 2 à 14 minutes selon la position des planètes. C'était notamment un test pour vérifier que l'onde se reflèterait sur l'astre et reviendrait vers son expéditeur, ce qui fut le cas. Mais son but était surtout la performance technique puisqu'à l'époque c'est la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis qui durera jusqu'en 1975. Cette compétition entre les deux superpuissances était notamment motivée par le contexte de la guerre froide de l'époque dû à de profonds désaccords idéologiques et politiques. L'URSS ouvre les hostilités de la course à l'espace en lançant le premier satellite en 1954. Il s'agit bien sûr de Spoutnik. La mère patrie remporte également la bataille pour le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961. Les Américains remporteront par contre la victoire dans la lutte pour débarquer sur la Lune en 1968. Ou pas. Entre parenthèses, cette course à l'espace était assez folle. Je vous mets ce schéma pour que vous fassiez une idée du bazar. C'était littéralement un grand match, un combat technologique dont on a compté les points pendant 21 ans. Cette version est en anglais, mais si ça vous intéresse, vous trouverez une chronologie claire sur Wikipédia. Pour vous faire une idée de l'émulation entre ces deux nations majeures, ce graphique montre le nombre de lancements de 1957 à 73. On voit bien que l'URSS en rouge et orange et les États-Unis en bleu étaient hyperactifs et le reste du monde en vert était loin des mêmes ambitions spatiales. C'est dans ce contexte qu'a été émis le message Morse. On comprend mieux dès lors la teneur très égocentrée de ce message. Oserait-on dire qu'il y a comme un marquage de territoire ? Un peu comme ça, là. Ils auraient pu mettre quelque chose comme ça, non ? Bien que le contenu soit profondément conditionné par les troubles de l'époque, il s'agit du message qui ouvre la voie au suivant, dont je parlerai dans les prochains épisodes. Et au-delà de ce contexte politique complexe, il est considéré comme le premier message envoyé vers une civilisation intelligente non humaine. Le choix s'est porté sur Vénus car elle émet des ondes radio incomprises à l'époque. On sait désormais que ces émissions sont de cause naturelle. De plus, à partir de 1961 et pendant une vingtaine d'années, l'URSS a mené d'intensives recherches sur Vénus. Il s'agit du programme Venera qui se concentrait sur l'étude de l'étoile du matin et pourquoi pas un jour pouvoir la coloniser. Ce programme a permis de nombreuses découvertes sur la planète, mais les conditions de vie insupportables pour les humains ainsi révélées ont fini par déchoir Vénus des ambitions de l'URSS. Cela leur a cependant permis d'obtenir d'autres records, premier objet humain sur une autre planète, première image de Vénus et premier atterrissage avec transmission de données. Sachez d'ailleurs que le mot vénusissage est admis comme le mot alunissage et amarcissage. De quoi épater votre entourage. De nouveau, les Américains marquent un point pour leur camp quelques mois après le message Morse avec le lancement de Telstar 1 en juillet 1962. Premier satellite de communication longue distance qui a permis la première diffusion live entre les États-Unis et l'Europe, aka Mondovision. Au passage, l'entreprise AT&T qui a fabriqué Telstar avait déjà pour ambition il y a plus de 60 ans d'établir une flotte de satellites pour une couverture mondiale. Le projet précurseur n'a pas vu le jour, mais il rappelle fortement nos systèmes de satellites actuels. D'ailleurs, il y a Tesla dans Telstar. Coïncidence ? Cette compagnie existe toujours à l'heure actuelle et n'a pas abandonné ses ambitions.
Le message paix Lénine URSS est assez rudimentaire, mais quand on connaît mieux le contexte, tout est beaucoup plus clair. On peut d'ailleurs tenter d'imaginer la réaction d'un extraterrestre en recevant ce message. Il faut se rappeler que c'est le début de la radiologie et l'écoute de l'espace est assez récente à l'époque. Ce sont les prémices de la radioastronomie qui mèneront à une meilleure compréhension de l'univers et des découvertes d'importants corps célestes comme par exemple les quasars. Du coup, le message morse part du postulat que les extraterrestres surveillent les ondes radio et qu'ils sont à même de comprendre un langage oral transformé en alphabet puis codé en ondes. C'est pas forcément gagné. Comme je vous le disais, le message morse a atteint son objectif en quelques minutes, mais il continue sa route et devrait avoir atteint HD 131336, une étoile de la constellation de la Balance. Il continuera son petit bonhomme de chemin pendant encore un bon moment. J'ai énormément aimé ce sujet, mais je suis un petit peu restée sur ma faim et je me suis rendu compte que ce qui m'a énormément plu durant mes recherches, c'est de découvrir à la fois l'évolution technologique qui a permis ce message, mais également notre perception des extraterrestres dans les temps passés. En plus, ces informations permettent de mieux comprendre le contexte et les enjeux des différents messages que nous verrons au fil des vidéos. J'ai donc décidé de partager tout ça avec vous. Bande de petits vénards! Car en effet, si on sait à peu près ce qu'on pense actuellement des extraterrestres, il n'en va pas de même d'il y a ne serait-ce que 50 ans. Et oui, très tôt, les humains se sont demandé ce qu'il se passait sur les autres astres. Dès l'Antiquité, les philosophes grecs concevaient aisément un univers plein de vie et même d'autres univers. Jusqu'à Aristote qui replace la Terre au centre de l'univers. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande chaudement la vidéo de Nota Bene qui traite des croyances sur les extraterrestres de ces 2000 dernières années. En tout temps et dans toutes les cultures, la vie ailleurs est théorisée, les apparitions dans le ciel sont rapportées. Il est d'ailleurs amusant de jeter un œil aux peintures ou gravures, etc. anciennes, dont certaines peuvent faire penser qu'elles représentent un ovni désormais appelé Pan. Quant aux technologies nécessaires à des prouesses comme envoyer le message morse, eh bien en 1962, elles sont encore très jeunes. Car si l'idée du téléphone à ficelle émerge en 1660, inventé par Robert Hooke, on est encore bien loin des télécommunications, en dehors des signaux de fumée et du silbo. J'ai donc concocté une petite chronologie synthétique qui entremêle l'histoire des télécommunications modernes et celle des représentations des extraterrestres au XVIIIe et XIXe siècle. Décidément, vous êtes gâtés aujourd'hui. Dès 1820, des idées émergent afin de contacter nos voisins planétaires. À l'époque, leur existence paraît évidente. Il faut dire que les moyens d'observation de l'époque n'aidaient pas à avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passait autour de nous. Et c'est le brillant mathématicien Carl Gauss qui réfléchit à une manière de nous manifester à la Lune. Son idée est de construire une grande installation au sol représentant le théorème de Pythagore. Il part du principe que les mathématiques sont un langage universel et qu'une forme de vie intelligente ne saurait y être indifférente. L'idée était de représenter les formes en assez grand pour qu'elles soient visibles depuis la Lune, mais ce projet ne vise jamais le jour. Plus tard, Gauss travaillera également à un projet de miroir géant pour envoyer des signaux lumineux vers la Lune. Plusieurs idées du genre ont émergé au XIXe siècle, mais aucune n'a vu le jour. Le télégraphe apparaît en 1830. Samuel Morse, père de l'alphabet éponyme, met au point son propre télégraphe en 1832 et le fait breveter en 1838. La première ligne reliant Washington et Baltimore est ouverte en 1845. La première phrase envoyée fut « What hath God wrought? What God hath wrought. What God hath wrought » Comprenez qu'a fait Dieu, phrase biblique issue du livre des Nombres. L'avantage du télégraphe de Samuel Morse est que non seulement il est assorti de l'alphabet de son propre cru, mais que d'autre part il permet une retranscription du message sur papier. On est vraiment loin des SMS. Pendant ce temps, l'astronome Joseph von Littrow propose de creuser de grandes tranchées dans le Sahara représentant des formes géométriques, de les remplir de kérosène et d'y mettre le feu, toujours dans l'idée d'être visible depuis la Lune. Je vous laisse imaginer le carnage au niveau de l'empreinte écologique du bazar. Mais bon, il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment dans les préoccupations. I'm Recyclops.
Did you know that an old milk carton can be sawed in half and used as a planter? En 1849 a lieu la première transmission d'une voie par voie électrique. Cela permit quelques années plus tard, en 1880, d'établir la première ligne téléphonique qui reliait Boston à Providence. Imaginez-vous, pour rappel, on est en 1880 et moins d'un siècle après seulement, on envoyait des humains dans l'espace avec la capacité de communiquer en live et de retransmettre des images. Il faut admettre que le bond technologique est tout à fait impressionnant. Le téléphone automatique, c'est-à-dire sans opératrice, aussi dit rotary à cause de son cadran rotatif qui servait à former les numéros, est breveté en 1891. En 1896 et 97 se produit une vague d'ovnis dans l'Ouest américain. Cette histoire inspirera le film Cowboy et envahisseur. Les objets observés ont été baptisés airships et décrits comme de grands dirigeables métalliques ornés de multiples lumières et couleurs. De nombreux témoins ont été recensés. Pour situer par rapport à l'époque, le premier vol de dirigeable a été fait en 1852 et on est plusieurs années avant le premier avion fonctionnel. Par la suite, des vagues de dirigeables fantômes sont observées aux États-Unis, Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande jusqu'en 1912. En 1898 sort le célèbre roman La guerre des mondes de Herbert George Wells, qui a été adapté de nombreuses fois depuis et qui décrit des extraterrestres impitoyables et belliqueux. En 1899, Nikola Tesla aurait affirmé avoir reçu un message extraterrestre provenant probablement de la planète Mars, tandis qu'il travaillait sur un système de transmission sans câble. Il est aujourd'hui convenu que ce signal n'est pas d'origine extraterrestre et plusieurs explications pourraient expliquer ce qu'il a capté. Par exemple, des émissions de Jupiter qui peuvent avoir un caractère répétitif ou des interférences d'origine humaine. Il se peut également que le matériel de Tesla était tellement sensible qu'il captait des signaux encore inexpliqués à l'époque. Il faut savoir que fin du 19e siècle et début du 20e, l'observation de structures artificielles sur Mars était une croyance répandue. On appelait ces structures canaux de Mars, mais leur existence n'a pas fait l'unanimité à l'époque et a été débunkée depuis. Il s'agissait en réalité d'illusions d'optique. Ceci dit, et comme vous pouvez vous en rendre compte avec ces images, il faut dire que les moyens d'observation à l'époque n'aidaient pas à obtenir des informations précises. En 1900 est créé le prix Pierre Guzman qui récompensera de 100 000 francs la personne capable d'établir un contact avec un autre corps céleste. Malheureusement, sans succès, les prix ont été attribués à d'autres grandes percées en astronomie. En 1901, Guglielmo Marconi parvient à établir la première communication radio transatlantique entre le Canada et l'Angleterre. L'année suivante, en 1902, sort le film de science-fiction muet Voyage dans la Lune, inspiré du roman de Jules Verne De la Terre à la Lune, sorti 37 ans plus tôt. Le film est réalisé par Georges Méliès et est une belle prouesse technique. Il est vraiment super chouette et ça va très vite de le regarder parce qu'il ne fait qu'un quart d'heure. Il est disponible en entier sur YouTube et je vous mets le lien en description. En 1912, Edgar Rice écrit Princess of Mars, introduisant l'idée des martiens verts, cette couleur étant souvent associée au fabuleux et au surnaturel. Mais quelques années plus tard, dans les années 20, c'est la popularisation de la radio. C'est à cette époque que l'artiste illustrateur Frank Paul commence à imaginer des représentations d'autres mondes pour des couvertures de magazines comme Amazing Stories, Science Fiction Magazine ou encore Marvel Comics. Il propose des illustrations de toutes les planètes du système solaire ainsi que de nombreuses espèces extraterrestres. Personnellement, je les trouve absolument incroyables. Quant à la télévision, elle a été rendue possible d'une part grâce à l'invention du tube cathodique en 1897 et la première transmission d'images en 1904. La transmission d'images mobile est arrivée en 1925. En 1935, c'est l'invention du talkie-walkie par Henryk Magnuski, qui travaillait pour Motorola, un émetteur-récepteur radio permettant de parler à distance avec un appareil portatif.
Bien qu'au début, il fallait des muscles, hein, parce que ça faisait 15 à 17 kilos. Leur taille a cependant rapidement diminué. En 1838 a lieu le fameux canular de la guerre des mondes diffusé à la radio. À partir de 1945, c'est la popularisation de la télévision et 2 ans plus tard, en 1947, se produit l'incident de Roswell. Suite à cet incident, de nombreux témoignages d'enlèvements ont été rapportés et c'est la naissance de l'ufologie. La même année, Kenneth Arnold, qui donne un témoignage d'observation d'OVNI, les décrit comme sautant comme des soucoupes sur l'eau, ce qui donnera l'expression soucoupe volante. Le personnage de Marvin le Martien est créé l'année suivante. En 1950, étonné que nous n'ayons toujours pas de nouvelles de civilisations extraterrestres, Enrico Fermi propose le célèbre paradoxe de Fermi qui pose la question « Where is everybody ?» Il émet des hypothèses sur les raisons qui expliqueraient que la rencontre du troisième type n'ait pas encore eu lieu. Ce paradoxe, plutôt vu comme une question par beaucoup, est critiqué notamment parce qu'il est perçu comme trop anthropocentré, mais il a au moins le mérite d'alimenter le débat. 1954, lancement de Spoutnik. En 1959, Giuseppe Cocconi et Philip Morrison publient un article intitulé Searching for Interstellar Communication qui théorise sur la manière dont d'autres espèces intelligentes pourraient vouloir communiquer. Cet article servira à l'astronome Frank Drake à jeter les bases de son projet d'écoute de l'espace, le programme SETI qui démarre la même année. Certains se souviennent peut-être de ce programme via le projet SETI at Home. En effet, ce projet permettait aux détenteurs d'un ordinateur et d'une connexion de participer bénévolement à la recherche spatiale. En installant le programme dédié, votre ordinateur, une fois en veille, se mettait à analyser des ondes de l'espace. Mais le programme SETI a développé de nombreux projets, notamment des recommandations en cas de premier contact. On en reparlera peut-être, mais en 1959, on n'en est pas encore là. C'est le début avec le projet OSMA. On reparlera de Frank Drake, notamment sur l'épisode sur le message d'Arecibo, parce qu'il a fait plein de choses intéressantes, et notamment en 1961, la fameuse équation de Drake. Cette équation est utilisée dans le cadre du programme SETI, étant à calculer la proportion potentielle d'une vie intelligente dans l'univers. C'est un outil qui ne fait pas l'unanimité, mais ça n'en est pas moins une tentative de faire avancer le schmilblick. Est-ce que le schmilblick se rencontre sur le bord des routes ? Pour accrocher avec la première partie de la vidéo, c'est cette même année, en 1961, qu'a débuté le projet Venera par l'URSS et que Gagarine a fait son petit tour dans l'espace. L'année suivante, en 1962, c'est le message Morse et le satellite Telstar 1. La même année sortent les cartes à collectionner Mars Attacks, qui représentent des martiens sadiques et violents, si bien qu'elles furent interdites. Tim Burton leur rend hommage dans son film du même nom. Je n'ai pas osé vous montrer les plus violentes, mais certaines sont très gore et très drôles. En 1965, on peut trouver ce genre de témoignage. Et la première chose que j'ai dite à Chimène, j'ai l'impression que c'est une tornade qui a emporté une meule de paille, puisqu'à l'époque, il y avait les moissons, une meule de paille se trouvant dans les champs. Et nous avons aperçu en même temps, et nous l'avons fait observer l'un à l'autre, qu'il y avait des sortes de tentacules qui pendaient et qui remuaient. Lorsque Chimène me prend par le bras, il me dit « Je regarde ce qui vient là-bas ». Nous avons regardé. Alors là, franchement, nous avons eu peur l'un et l'autre. Mais vraiment peur, hein. Car les trois objets qui apparaissaient à l'horizon, provenant de la même direction et se précipitant avec une vitesse extraordinaire sur le premier engin qui était au-dessus, ces trois objets étaient en tout point semblables au premier. Ils sont venus à peu près au pignon, dans l'axe du pignon. Oui, c'est cela. Si vous avez quelques minutes, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo en entier. Le lien est bien entendu en description parce que écouter l'histoire des protagonistes et leur façon de parler, c'est vraiment du bonbon pour les oreilles. Enfin, 1968, premier pas de l'homme sur la Lune. C'est ici que j'arrête cette chronologie pour le moment. Ça jette de belles bases pour la suite et j'aborderai ce qui s'est passé dans les années suivantes avec les différents messages qui ont été émis ensuite. Alors tout ceci est un résumé, je fais des raccourcis et des simplifications, mais bien sûr libre à vous de creuser le sujet si le cœur vous en dit.
Depuis 1968, toutes ces technologies ont bien évolué, que ce soit de pouvoir voyager avec un guide intégré, pouvoir passer des communications internationales instantanées en son et en images, c'est quand même un fameux privilège. Tout cela nous paraît acquis et on se voit mal fonctionner sans. Mais il est bon de se rappeler qu'il y a 100 ans, en plus de ne posséder aucun écran ni téléphone, nous ne disposions pas de machines à laver automatiques, de films en couleur, de pénicilline, de bandes magnétiques, d'aliments congelés et encore moins de nouilles instantanées. Imaginez combien le mode de vie a changé en si peu de temps. Nous sommes passés du petit Spoutnik qui se baladait en petit compagnon synthétique singulier de la Terre à quelques 11 500 satellites en 70 ans à peine, à tel point que le trafic des satellites devient problématique car si dense que les risques d'accident augmentent. Comme vous aurez pu le remarquer, la représentation que nous avons des extraterrestres a grandement évolué ces 150 dernières années et c'est notamment dû à la progression des observations spatiales et de la technologie disponible. Du coup, les fantasmes de sélénites et de martiens sont un petit peu tombés à l'eau. Les progrès en sciences et en technologie nous offrent tout un tas de nouvelles informations passionnantes sur le monde qui nous entoure, mais par ailleurs, il semblerait que au plus nous observons l'univers, au plus nous nous sentons seuls. Et malgré des décennies à scruter les ondes à notre portée, des signaux notables comme le signal WOW restent rares et obscurs. Il semble pourtant y avoir du nouveau ces dernières années concernant les ovnis ou PAN, avec la déclassification de nombreux documents et l'immunité offerte aux lanceurs d'alerte concernant les ovnis aux États-Unis. Il s'agit généralement de témoignages concernant une intelligence non humaine, ce qui ne veut pas forcément dire extraterrestre, mais ça n'en est pas moins fascinant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, faites-vous plaisir avec cette série de la chaîne EPAN, spécialisée sur le sujet et extrêmement intéressante. Et au milieu de tout ça, l'humain continue de rêver, d'espérer un contact et d'envoyer ses petites bouteilles à la mer, tout en sachant que le destinataire trouvera peut-être le message bien longtemps après notre disparition. Voici qui clôture cette vidéo sur la première transmission interplanétaire. J'espère que le sujet vous a plu et que vous avez appris plein de choses intéressantes. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos réflexions en commentaire. Je les lirai avec plaisir. Personnellement, je pense que c'est la créativité et l'imagination débordante, à la fois pour mettre au point les technologies que je vous ai présentées et à la fois dans la diversité des représentations des extraterrestres au fil de l'histoire qui m'ont le plus impressionné. D'ici la prochaine, que tout aille bien pour vous. Méfiez-vous des soucoupes volantes, on ne sait jamais. Et à plus. Il propose des illustrations de toutes les planètes du système solaire, ainsi que de nombreuses... Ça c'est fait. C'est donc ici que ça s'arrête. Voici qui clôture cette vidéo sur la... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la voix de quelqu'un d'autre?